Au sommaire de cette édition, l'enquête sur la mort de 2 détenus à la prison de Rebeuss. L'administration pénitentiaire maintient sa version des faits malgré les doutes exprimés par certains. Les résultats de l'autopsie attendus aujourd'hui. Les familles des pensionnaires très inquiètes à suivre. Notre reportage poignant ce matin devant les 100 mètres. 900 jours à Rebeuss, 30 mois que l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, est en prison. Ses anciens proches collaborateurs à la mairie, peu disèrent sur la question. Les agents de la mairie continuent de soutenir leur ancien patron. Déguerpissement du marché Sandaga en vue de la démolition et de la réhabilitation du site. À la veille de la date butoir, les commerçants toujours sur place, mais ils se disent prêts à partir et demandent des mesures d'accompagnement. Notre dossier du jour porte sur le contentieux social dans les centres d'appel. Coup de projecteur sur un secteur qui traverse de nombreuses difficultés. Pour les titres de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Funérailles nationales pour Daouda Kairaba Diawara. Toute la Gambie rend hommage au père de l'indépendance. Inhumation cet après-midi. Notre confrère Barkaba dira ce qu'il retient des relations entre l'ex-président du Sénégal Abdou Diouf et le premier président de la Gambie indépendante à l'époque de la Confédération. Nous parlerons également de la TICAD qui se termine demain au Japon. Et en Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson demande la suspension du Parlement et soulève du coup de vives réactions. Rendez-vous dans un instant, Binta Diallo, pour le développement de tous ces titres. À présent, le menu du journal des sports. Avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. Jeux africains Rabat 2019, 2 nouvelles médailles pour le Sénégal, dont une en argent remportée en canoë-kayak par le duo Kombesek Oulifal. À l'instant, les lutteuses ont démarré leur compétition. Le Malien Amagnan, nouveau président de la FIBA Monde, il a été élu à l'issue du 20e congrès qui s'est tenu aujourd'hui en Chine. La Chine qui abrite les championnats du monde à partir de samedi. Nous vous présenterons l'effectif de l'Australie, deuxième adversaire du Sénégal. Et puis en football, Ligue des champions européenne, la composition des groupes connus cet après-midi. 9 Sénégalais sont concernés cette saison. À tout à l'heure, Youssouf, pour le détail. Mohamed Ali Mouba viendra nous présenter la revue de la presse de ce jeudi 29 août 2019. Souleymane Niang. L'autopsie des corps des 2 détenus morts à la prison de Rebeuss doit être faite aujourd'hui. Mais déjà, les sources proches de l'administration pénitentiaire révèlent que le décès de ces 2 prisonniers pourrait être lié à un arrêt cardiaque par électrocution. Par ailleurs, la présidente de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté est sur place à la prison de Rebeuss pour s'enquérir de la situation. Les derniers détails sur cette affaire avec vous en direct dans ce studio. Une électrocution ou un début d'électrocution qui aurait causé un arrêt cardiaque, cela a été servi par des sources proches de l'affaire en attendant les conclusions du médecin légiste de l'hôpital Aristide Le Dantec chargé de faire l'autopsie des corps de Babacar Mané et Cheikh Ndiaye. Les résultats de cette autopsie devront permettre d'en savoir davantage sur les causes réelles de la mort des jeunes détenus qui ont perdu la vie après un début d'incendie causé par un ventilateur dans la chambre 11 où ils étaient incarcérés selon la version servie par l'administration pénitentiaire. Mais déjà, nos interlocuteurs sont formels. Ils soutiennent mordicus qu'il n'y a pas de blessés, aucun blessé, contrairement à certaines allégations et insinuations. La police qui a ouvert une enquête procède depuis lors à des auditions, aussi bien du côté des camarades de chambre des victimes que des gardes pénitentiaires pour élucider le drame survenu mardi soir. En dehors de la police, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté tente également de percer le mystère sur la mort des prisonniers Babacar Mané et Cheikh Ndiaye. La présidente de cette structure, Marceline Ndiaye Lopez, est depuis ce matin à la MAC, la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. El Hadj Ndiogou Diène en direct dans ce studio. Et puis ce reportage que nous avons réalisé ce matin devant la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, reportage au lendemain de l'annonce via un communiqué de l'administration pénitentiaire de la mort de 2 pensionnaires de la prison. C'est dans une grande inquiétude que les familles sont venues ce matin pour la visite. Les proches des prisonniers que nous avons rencontrés ont raconté à Salimata Aou comment ils ont vécu à distance le drame survenu dans la nuit du mardi au mercredi
mercredi et l'annonce de l'incident mortel ce jeudi. Voici ce reportage. Devant la porte de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, les parents des détenus emballent les mains destinées à leurs proches. La mort de 2 détenus a créé la psychose chez les familles. J'ai eu peur. Mon fils est là. Il est né en 2000. C'est un enfant. Il est dans la même chambre où s'est produit le drame. Ses yeux rouges laissent apparaître des cernes. Cette dame n'a pas dormi. Son fils était dans la chambre où s'est produit le drame. Il m'a raconté qu'il y a eu une électrocution. Ils étaient en train de dormir. Ils ont crié le nom du garde pénitentiaire. S'en est suivi la débandade. J'ai couru comme tout parent. Là, mon fils est à sa 5e année. C'est trop dur. Ami était dans la même situation. Son ami incarcéré à la chambre 10 lui racontait son calvaire. Seulement, ils ont dû payer pour qu'on lui change de cellule. La privation de liberté, c'est compliqué. Et si des mauvaises conditions s'y ajoutent, cela devient plus grave. On a dû payer pour qu'on lui change de cellule. Cette Malienne affirme que son mari lui a raconté qu'il ne dort pas la nuit, faute d'espace, mais il lui reste juste quelques jours à passer encore en prison. Donc, il dit que là-bas, il y a beaucoup de gens, ils ne dorment pas. Il n'y a pas de place. Il dit qu'elle va dormir, elle arrête comme ça jusqu'à matin. Si l'autre elle est sortie, après elle couche. La mort de 2 détenus a créé la psychose dans la tête de plusieurs parents de détenus. Ils demandent aux autorités de veiller à la sécurité de leurs proches, car ils ont commis des fautes certes, mais ils ont des droits. Autre témoignage, ceux de l'activiste Guy Marius Sagna et du rappeur Malal Talla dit Fou Malade. Entre autres points communs, les 2 hommes partagent le fait qu'ils ont tous les 2 séjourné aux 100 mètres. Ils disent ne pas être surpris par ce qui s'est passé, tant les conditions de détention à la MAC de Rebeuss sont épouvantables. Et pour eux, il faut même s'attendre au pire si rien n'est fait. En tous les cas, ils exigent une enquête approfondie pour tirer cette affaire au clair. Pabès Diba. Guy Marius Sagna et Fou Malade connaissent Rebeuss. Le premier en est sorti il y a quelques semaines, alors que le second y a fait 2 séjours il y a une dizaine d'années. Tous les 2 décrivent des conditions de détention inhumaines au point que la mort des 2 pensionnaires n'en constitue pas une surprise pour eux. C'est un non-événement. Si demain, on revenait avec une information qui dit que d'autres prisonniers sont morts, ça ne me surprendrait pas. Ce qui me surprend plutôt, c'est pourquoi tous les jours, il n'y a pas de morts à Rebeuss. L'activiste membre de Frappe France Dégage, qui se dit meurtri par la mort de ceux-là qui étaient ses co-détenus, affirme par ailleurs n'être pas convaincu par la version de l'administration pénitentiaire sur cette affaire. Ce n'est même pas sûr que la version officielle soit vraie. Il n'y a que ceux qui sont à Rebeuss qui peuvent vous dire réellement ce qui s'est passé. Parce qu'il se pourrait même que ces 2 détenus aient été bastonnés et qu'ils soient morts de cette bastonnade. Parce que, en réalité, quand l'administration pénitentiaire communique sur ce qui s'est passé à Rebeuss, dans plusieurs des cas, ce qui est dit est complètement différent de la réalité. Le rappeur Fou Malade, pour sa part, demande l'ouverture d'une enquête. Ce qu'il y a lieu de faire, effectivement, pour résoudre cette question, c'est d'abord nous dire dans quelles sont les conditions. On attend l'autopsie, parce qu'on a dit qu'il y a une autopsie qui va être faite pour éclairer les Sénégalais sur la mort de ces 2 détenus-là. Mais il y a eu des gens qui sont morts, mais jusque-là non élucidés. Pour Guy Marius et Fou Malade, le surpeuplement à Rebeuss est la cause de toute cette situation. Je vous rappelle que les résultats de l'autopsie sont attendus aujourd'hui et que l'administration pénitentiaire maintient sa version des faits. Restons à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss où l'ancien maire de Dakar est détenu depuis exactement 900 jours aujourd'hui, ce après sa condamnation pour escroquerie portant sur les deniers publics sur un montant d'1,8 milliard de francs CFA. Alors ce matin, nous nous sommes rendus à la mairie de Dakar, à défaut d'avoir la mairesse et ses proches collaborateurs qui s'abstiennent d'évoquer le sujet. Quelques agents ont tenu à apporter leur soutien à leur ancien maire. Reportage, Mohamed Ali Mouba. À l'hôtel de ville de Dakar, le silence plat. La grande bâtisse, aucune voix ne trahit la présence d'agents de la mairie. Et pourtant, la maîtresse des lieux, Madame Wardini, est enfermée dans son bureau. C'est son assistante qui vient aux visiteurs. Pas un mot. Seuls quelques agents préposés à la sécurité se risquent sur les 900 jours de détention de leur ancien maire. Vous savez que c'est pas normal de garder quelqu'un pendant 900 jours
sans liberté. Un homme comme monsieur le maire, deuxième personnalité. Ça fait 900 jours. Ça fait 900 jours, donc maintenant, nous sincèrement parler, nous n'avons on verra. Ancien garde du corps, monsieur qui a requis l'anonymat dit avoir tout partagé avec son ancien boss. L'homme dit avoir de la peine à se faire à l'idée que Khalifa Sall a presque bouclé ses 3 ans en prison. Il est arrivé ici en 2009. Bon, il était là avant, bien avant. Mais il a pris l'air en 2009 au niveau de la ville de Dakar. Mais quand il est arrivé, il a fait beaucoup de changements. C'est-à-dire côté administration et côté conditions pour les travailleurs. Rassemblement des pro-khalifistes à Grand-Yoff, le fief politique de l'ex-maire de Dakar. Madame Wardini promet, selon son assistante, de se prononcer là-bas sur le sujet. Et puis toujours dans la chronique judiciaire, le journaliste et activiste Adama Gaye est entendu ce jeudi au fond du dossier qui lui vaut une détention préventive depuis le 31 juillet dernier. Adama Gaye a été inculpé pour offense au chef de l'État et pour diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs le 31 juillet dernier. RFM 94.0, la radio en puissance. Fermeture du marché annoncé de Sandaga. Pour ce 30 août, rien ne bouge encore sur place. Les commerçants sont toujours présents en train de vendre leurs marchandises. L'idée de quitter les lieux aujourd'hui, même avec la fermeture du marché, ne semble pas les ébranler. Les commerçants disent cependant attendre des mesures d'accompagnement. Nafissatou Silla a fait un tour à Sandaga. Sandaga, dans une ambiance assez timide. Les commerçants s'affairent tranquillement, d'autres viennent d'ouvrir leur boutique, comme si de rien n'était. Et pourtant, c'est demain qu'est annoncée la fermeture du marché pour le démarrage des travaux de reconstruction. Et sur le sujet, c'est motus et bouche cousue pour beaucoup. Difficile de leur tirer un mot et tout le monde semble récalcitrant à un départ jugé prématuré puisque personne n'a encore plié bagage. Alioune Ndiaye. C'est impossible. Cette date, partir comme ça, après avoir investi tant d'argent. Non, je ne crois vraiment pas. Ils n'ont même pas fait de recensement. Est-ce qu'ils vont nous mettre? Et pour cet autre commerçant et son voisin, toutes les dispositions ne sont pas encore prises pour leur permettre de quitter Sandaga sans problème. À mon avis, il n'y a aucune garantie. Rien n'est proposé. Ce sont juste des paroles en l'air. On ne nous a même pas servi de sommation ou c'est spécifié le délai. Moi, je ne crois pas que ça va marcher, à moins de nous déloger par force. En tout cas, les autorités doivent vraiment penser à nous. Oui, nous mettre dans de bonnes conditions, sinon des meilleures. Je n'ai vraiment aucun espoir de voir les commerçants les suivre. Jusque-là, fermeture ou pas, les commerçants de Sandaga sont déterminés à avoir un cadre meilleur. 12h13, vous écoutez le grand journal sur la RFM. La précarité dans les centres d'appel en question. L'inspection régionale du travail de Dakar avoue recevoir beaucoup de requêtes d'employés pour salaires ou indemnités non payées. La vérité aussi est que certaines entreprises sont en difficulté parce qu'elles ont du mal à assurer la qualité de service nécessaire. C'est le dossier du jour, un dossier réalisé par Anna Rocha. Ils sont des milliers de jeunes à postuler chaque année dans des centres d'appel de la place. Si le plus souvent, ils leur offrent leur premier emploi, au bout du fil, allô, la précarité. Alex Corentin est enseignant et responsable des relations extérieures de l'Osiris, l'Observatoire sur les systèmes d'information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal. Effectivement, beaucoup de nos étudiants qui cherchent des emplois se tournent vers les centres d'appel, mais où ils rencontrent effectivement une précarité extrême, parce que les contrats sont des contrats de prestation de services qui sont généralement liés à une qualité de service qui est assurée par des superviseurs
qui doivent noter ces agents. Et on note effectivement qu'il y a beaucoup de turnover autour de ces services, d'un secteur extrêmement tendu. Les étudiants ou les personnes qui vont dans les centres d'appel, généralement, ne s'épanouissent pas du tout parce qu'il n'y a même pas de profil de carrière à l'intérieur de ces centres d'appel. Le mal-être est tel que ce secteur fait partie de ceux qui sollicitent le plus l'inspection du travail. Selon Amar Diop, adjoint de l'inspecteur régional du travail de Dakar, les requêtes de travailleurs ou d'ex-travailleurs de centres d'appel sont nombreuses. Et ces requêtes, c'est généralement pour des salaires non payés, pour des indemnités non payées ou mal payées, pour la régularisation parfois de leurs contrats. Beaucoup de centres d'appel ont recours abusivement à des contrats très précaires comme le contrat de stage, là où les emplois qui sont occupés, c'est des emplois permanents. Ces entreprises aussi ont recours à des contrats parfois d'apprentissage. Parfois, elles ont même recours à des contrats de travail temporaire. L'inspecteur du travail avoue par ailleurs que leur service rencontre souvent des problèmes pour normaliser ce genre d'entreprise. Le principal moyen de pression légale reste le contrôle. Nous faisons des contrôles très souvent inopinés dans les entreprises et à l'occasion de ces contrôles, nous veillons à la conformité de ces entreprises par rapport à la législation du travail et nous demandons par des lettres d'observation aux entreprises de se conformer ou par des mises en demeure ou parfois ça va même jusqu'au procès verbal d'infraction et à la saisine du procureur de la République. Sauf que ce rappel à l'ordre des employeurs ne semble pas assez dissuasif. Le stress, la surcharge de travail mêlée à un management rigide viennent à bout des téléopérateurs dans un marché qui exige de plus en plus de qualité de service. Anna Rocha. Allons maintenant dans la ville de Diawara, dans le département de Bakel, qui est sous la menace des inondations. Le fleuve Sénégal a débordé de son lit et les eaux ont envahi des maisons. Le maire de Diawara sollicite l'aide de l'État. Kile Sakho est joint par El Haj Ndiogoudjen. Depuis hier, le fleuve monte, ne cesse de monter et l'eau commence à se déverser sur la ville. Hier matin, nous, au niveau de la mairie, on a essayé de trouver une solution pour l'écoulement des eaux vers la mare. Mais actuellement, l'eau se déverse sur la ville et certaines maisons ont commencé même à quitter. Actuellement, il y a des dizaines de maisons qui sont touchées. Mais si le débit continue comme ça, c'est Diawara tout entier qui risque d'être inondé. Quelles sont les dispositions prises par la mairie par rapport à cette situation? Nous, on se débrouille avec les moyens du bord pour l'instant. On se débrouille avec les moyens du bord. Nous n'avons vu aucun secours venant de l'État. On trouve des solutions pour que l'eau puisse s'écouler vers la mare. Voilà, c'est la seule alternative que nous avons. Parce que nous n'avons pas de motopompes. Même si on avait des motopompes, avec le débit qui se déverse sur la ville, les motopompes ne pourront pas faire le travail. Nous demandons de l'aide à l'État. Aussi des motopompes, des vivres, voilà, parce que, comme vous le savez, certains ont quitté leur maison, et ces gens-là, il faut les loger, il faut les nourrir. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. D'abord les funérailles nationales du père de l'indépendance de la Gambie. Daouda Kairaba Jawara va recevoir cet après-midi des funérailles dignes de son nom, de son action à la tête de la Gambie, avait annoncé le président Barrow. Le premier président de la Gambie indépendante sera inhumé donc cet après-midi. Notre confrère Barkaba retient de l'homme ses relations bonnes au début avec le Sénégal, mais chancelantes à la fin avec le président Abdou Diouf. Ce que je retiens de l'homme, c'est surtout, ce sont ses relations avec le Sénégal où il a fait preuve d'une grande capacité manœuvrière. C'est-à-dire que Daouda Jawara a su toujours utiliser les relations entre les deux pays au gré de ses intérêts, au gré des vicissitudes de la politique. J'en veux pour preuve les deux interventions militaires que le Sénégal a eu à effectuer en Gambie lorsque son fauteuil a été menacé par les rebelles et les mutins de Koukoy Samba Sagnan. Il a montré patte blanche pour s'abriter derrière le parapluie sécuritaire sénégalais au nom de cette fameuse confédération qui avait uni les deux pays pendant presque une période de 7 ans. Mais quand le vent politique a semblé tourner, il n'a pas hésité à mettre fin à cette confédération par des foucades qui avaient fortement irrité le président Abdou Diouf.
Daouda Kairaba Diawara est décédé mardi dernier à l'âge de 95 ans. Sa dépouille est exposée présentement à l'Assemblée nationale gambienne. Drapeau en berne, cérémonie d'hommage cet après-midi et au Burkina Faso Souleymane. 500 soldats ont été recrutés. L'effectif vient compléter les 1000 militaires recrutés chaque année. Le Burkina Faso veut faire face au terrorisme, le pays en proie à des attaques quasi quotidiennes. Direction le Japon au sommet de la TICAD. Qui ferme ses portes demain. Les chefs d'État ouest-africains en conclave au Japon depuis le 28 sur le développement de l'Afrique, entre discours et promesses. Daouda Diouf. Pour cette rencontre de 3 jours, le Japon décide de faire progresser le développement de l'Afrique à travers les hommes, la technologie et l'innovation. Le Premier ministre japonais, dans son discours d'ouverture, a insisté sur l'urgence d'investir en Afrique, dont la croissance moyenne s'est élevée de 4,3% par an entre 2000 et 2017. Tokyo devrait, entre autres, annoncer un prêt de 3,4 milliards d'euros pour la construction d'éoliennes en Égypte et de centrales géothermiques au Kenya et à Djibouti. On dénombre 796 entreprises japonaises en Afrique à l'image du géant du transport Yamaha. Mais au-delà de l'intérêt économique évident, l'engagement du Japon sur le continent africain comporte également une visée géopolitique. Tokyo cherche depuis des années le soutien des pays africains pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui constitue le Graal en termes de diplomatie. Il faut noter que cet ambitieux plan d'investissement japonais montre une volonté de concurrencer l'éternel rival chinois, même si l'enjeu reste de taille, puisque le premier TICAD en 1993, le Japon avait distribué 47 milliards de dollars sur le continent africain, alors que la Chine y consacre 60 milliards de dollars par an. Il faut dire qu'à cette rencontre au Japon, on note la présence du chef de l'État sénégalais, Macky Sall. Et puis le Premier ministre britannique demande la suspension du Parlement. À quelques semaines avant l'échéance du Brexit en septembre, Boris Johnson a demandé à la reine d'Angleterre de suspendre le Parlement, ce qui veut dire qu'au retour de vacances, les députés ne pourront pas adopter des lois pour mettre un terme à un Brexit sans accord le 31 octobre. Un député conservateur a qualifié ce geste d'acte scandaleux qui pourrait conduire à un vote de défiance à l'encontre du Premier ministre. Koumba Sandiane Faye. Boris Johnson a déclaré qu'un discours de la reine aurait lieu après la suspension le 14 octobre pour exposer son programme très excitant. Mais cela signifie qu'il est peu probable que les députés aient le temps d'adopter les lois pour mettre un terme à un Brexit sans accord le 31 octobre. Le député conservateur Dominique Griève a qualifié ce geste d'acte scandaleux. Il a averti que cela pourrait conduire à un vote de défiance à l'égard de M. Johnson, a-t-il ajouté. Je cite, ce gouvernement va s'effondrer, fin de citation. Mais le Premier ministre a déclaré qu'il était absolument faux de laisser entendre que la suspension était motivée par le désir de forcer la conclusion d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Il a dit qu'il ne voulait pas attendre après le Brexit avant de poursuivre les projets pour faire avancer le pays. Le Premier ministre a insisté sur le fait qu'il y aurait encore suffisamment de temps pour que les députés puissent débattre du départ du Royaume-Uni. Il avoue que le Royaume-Uni a besoin d'une nouvelle législation et les autorités doivent présenter de nouveaux projets de loi importants et c'est pourquoi ils sont obligés d'avoir un discours de la reine. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci, Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, nous parlerons des investissements directs étrangers et de la polémique qu'ils charrient au sujet des incitations fiscales, douanières et même sociales qui vont avec, ce à la lumière de l'affaire du fer de la Falémé. Nous serons avec Johnson Beng, chargé de communication de l'APIX, agence pour la promotion des grands travaux de l'État, et avec Cheikh Sadibou Fall, ancien ministre et expert maritime, financier et commercial. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à Youssouf Bodian. Merci Souleymane, bonjour à toi. D'abord, les Jeux africains, Rabat 2019, des nouvelles médailles pour le Sénégal. Une médaille d'argent en canoë-kayak pour le duo Kombesek et Oulifal sur 500 mètres. En individuel, Kombesek a également remporté une médaille de bronze. À l'instant, les lutteuses ont démarré leur compétition. Les résultats dans nos prochaines éditions. Basketball, le Malien Aman Niang
élu président de la FIBA Monde. Il a été élu à l'unanimité par les 156 fédérations nationales présentes au 20e congrès de la FIBA à Beijing en Chine. Aman Niang a été président de la Fédération malienne de basketball, ministre des Sports et président de la FIBA Afrique entre 2014 et 2019. Il est remplacé à ce poste par le Mozambicain Hannibal Maneve. Un congrès de la FIBA qui s'est tenu à 2 jours du coup d'envoi du championnat du monde, des championnats du monde masculin. Le Sénégal qui joue son premier match contre la Lituanie dimanche prochain. Nous allons parler du 3e adversaire de groupe du Sénégal, le Canada, que nous présente Solotcham. C'est sans ces grands joueurs que le Canada a fait sa préparation pour le mondial Chine 2019. Après avoir décroché le titre de la NBA avec les Raptors de Toronto, Nick Nurse, le sélectionneur du Canada, devra faire de la magie pour une bonne campagne à la Coupe du Monde. Plusieurs joueurs de renom comme Jamel Murray, Powell, Shai Alexander, Andrew Wiggins et Tristan Thompson avaient annoncé qu'ils ne seraient pas de la partie. Cependant, Corey Joseph est un très bon passeur et un joueur sur qui le sélectionneur peut compter. Vétéran de 8 saisons en NBA, Joseph n'est pas un grand scoreur, mais son leadership et sa ruse le placent au sommet. Nick Nurse pourrait compter sur l'apport des joueurs comme Kevin Pangos. C'est le cerveau de l'équipe pour le moment. Il peut marquer, faire de bonnes passes et diriger l'équipe efficacement. C'est un bon joueur en attaque placée, mais aussi en jeu rapide. Il y a aussi Thomas Krubb, un gaucher qui peut shooter à 3 points. C'est un bon joueur complémentaire. Le Canada entre en lice le 1er septembre face à l'Australie. Les Canadiens vont rencontrer les Lions du Sénégal pour le compte de leur 3e match. Football à présent, Thiès fait de bons résultats sur le plan national. Les derniers en date, 2 trophées remportés en junior et cadet aux phases nationales de la petite catégorie, clôturés hier à Kaolack. En fin de saison dernière, des clubs thiessois ont brillé en Ligue 2 et en National. C'est le fruit d'une bonne planification, selon le directeur technique régional de Thiès. Il s'appelle Mamoussa Sissé. Une satisfaction de voir que le travail qui a été entamé depuis quelques années, 10 ans précisément, commence à prendre forme, que les résultats aujourd'hui commencent à tomber, parce que une des priorités de Thiès, c'était de travailler avec 2 volets, notamment la formation des cadres et la formation des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on voit que ce travail commence à donner des fruits. Déjà en catégorie cadette, nous avons gagné le trophée, c'est la 3e fois qu'on gagne cette année. On l'a gagné à Ziguinchor et à Louga. Et aujourd'hui, le trophée qui nous faisait défaut depuis quelques années, c'est le trophée des juniors. On l'a gagné hier. Donc c'est une grande satisfaction pour l'ensemble du travail qui a été abattu. Et donc un travail d'équipe qui a été fait qui aujourd'hui donne des fruits à ce niveau-là. Donc ça a été un travail planifié. Et 10 ans après, aujourd'hui, les résultats sont là. Non seulement au niveau des sélections, ça a abouti à quelque chose, mais c'est le prolongement d'une année où les clubs de Thiès ont eu à faire beaucoup de succès, notamment le SNEPS qui accède en Ligue 1, Jambar qui revient en Ligue 1, Thiès FC qui vient en Ligue 2, de même que Demba Diop de Mbour, et même en National 2, on a des équipes qui vont accéder. Ça veut dire que c'est un travail d'ensemble qui aujourd'hui commence à prendre forme. En Europe, la composition des groupes de la Ligue des Champions connue cet après-midi. Le tirage au sort aura lieu à 16h GMT à Monaco en France. Dans le chapeau 1, on retrouve le champion en titre Liverpool, le vainqueur de l'Europa League, Chelsea et les vainqueurs des championnats des 6 premières nations de l'indice UEFA arrêté en juin 2018. En tête, il y a la Liga espagnole avec le FC Barcelone, l'Allemagne représentée par le Bayern Munich, la Serie A avec la Juventus, la Première Ligue anglaise avec Manchester City, le PSG pour la France et le champion de Russie, le Zénith Saint-Pétersbourg, des clubs qui pourraient partager le même groupe avec le Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund entre autres qui sont dans le pot 2. 9 Sénégalais sont pour le moment en lice pour cette saison de Ligue des Champions européenne. Il s'agit de Sadio Mané avec Liverpool, Idrissa Gana Gueye avec le Paris Saint-Germain, Moussa Wagué avec le Barça, Kalidou Koulibaly avec Naples, Pape Abdou Cissé avec les Grecs de l'Olympiakos, Krépin Diatta, Amadou Sagna et Ousseynou Cavin Diagne avec le club Bruges et Mbaye Diagne avec Galatasaray, le club turc. Merci Youssouf Bodian, midi et 29 minutes à suivre la revue de la presse. Bonjour.
Mystère autour de la mort de 2 détenus à la prison centrale de Dakar. À défaut d'avoir une idée exacte de ce qui a pu produire le drame à la chambre 11 de la MAC de Rebeuss, chaque confrère y va de son flair ou plutôt de son intime conviction. Et autant dire tout de suite que 2 catégories se dégagent, les plus prudents et les plus perplexes. Dans la catégorie des prudents, Sud Quotidien, le journal répercute le communiqué de l'administration pénitentiaire. Communiqué lacunaire, traitement tout autant digne de son nom. Quelques signes en page intérieure ont filé et c'est tout. 2 détenus de la chambre 11 de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss sont morts après un incident intervenu dans la nuit du mardi 27 août aux environs de 23h, informe le journal exploitant le communiqué reçu à sa rédaction. Sur les circonstances du drame, le journal note que l'incident est causé par une panique semée par des étincelles qui venaient d'un ventilateur. Mais le journal a jugé nécessaire quand même d'ouvrir ses colonnes à l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus ASRED qui s'est fendue d'un communiqué également sur cette affaire. Elle condamne et indexe le surpeuplement carcéral. Même traitement au journal La Tribune qui parle de détenus morts électrocutés sans plus de précision. Le journal Le Témoin, qui donne lui aussi l'information, note qu'il n'est plus à rappeler que la population carcérale est un casse-tête chinois insoluble sous nos tropiques. Naturellement, les longues détentions ne sont pas pour arranger les choses. Mais certains confrères sont plus sceptiques, à commencer par le journal L'As, qui refuse de gober le dit officiel. Et en première page, le doute, avec un titre qui ne fait pas place à l'équivoque. Décès de 2 jeunes détenus à la MAC de Rebeuss, mystère autour de la mort, écrit le confrère. Selon le journal, l'administration pénitentiaire a servi des explications évasives et parle de bousculade alors que d'autres sources évoquent l'électrocution. Le journal Le Quotidien emboîte la trompette des sceptiques et parle de controverses autour d'un drame. L'Observateur s'interroge d'ailleurs et veut être édifié. Les 2 détenus ont-ils été piétinés à mort ou électrocutés? En tout cas, le mystère s'épaissit. Mais pour Seydi Gassama de Amnesty International section Sénégal, c'était prévisible. L'État ne peut pas dire qu'il ne savait pas que Rebeuss était surpeuplé. Une enquête ouverte par le commissariat de Rebeuss. En attendant de voir plus clair sur cette affaire, le journal fait des révélations sur la vie des 2 détenus. Il s'agit de Cheikh Ndiaye, 18 ans, et de son camarade Boubacar Mané, 19 ans. Tous 2 sont inculpés, placés sous mandat de dépôt pour les délits de vol et violence sur la voie publique et détention d'armes blanches, tandis sont inculpés respectivement pour les délits de vol et avec violence sur la voie publique et détention d'armes blanches et délits d'association de malfaiteurs et vol en réunion. Après le gaz et le pétrole, Ousmane Sonko a bras raccourci sur Macky Sall sur le fer de la Falémé. En conférence de presse hier, le leader de PASTEF dénonce le contrat d'exploitation entre l'État du Sénégal et la société turque Tosyali. Selon le journal Le Témoin, qui se fait l'écho du leader de PASTEF, le président Macky Sall s'apprêterait à signer une convention au profit du groupe turc pour lui brader le fer de la Falémé, et cela représenterait au bas mot une valeur de 33 000 milliards au minimum et de 150 000 milliards s'il est transformé sur place. Le journal LAS note que pas de doute, Sonko évente le scandale de Tosyali. Le journal Vox Populi, qui cite l'ancien inspecteur des impôts, relève que Tosyali va investir 510 milliards et va gagner 10 185 milliards. Dans le journal Le Quotidien, le DG de l'APIX lui porte la contradiction en exhibant la véritable convention liant les 2 parties. Le quotidien Les Échos va plus loin. Selon le confrère, Sonko accable le président Sall avec des chiffres erronés. La convention a été signée, selon le confrère, avant-hier au siège de l'APIX. La vérité sur la main-d'œuvre, c'est 65% de Sénégalais pour les 2 prochaines années et 80% après. Exonération fiscale, c'est 2 ans au lieu des 10 annoncés par Sonko. Les intérêts des prêts bancaires seront pris en charge par la société turque suffisant pour que le Soleil parle d'un État qui démontre que c'est un chapelet de contre-vérité. Le DG de Miferso de dire d'ailleurs, Ousmane Sonko est en retard. La plupart des points qu'il a relatés ne sont plus d'actualité. Et puis dans le journal Les Échos, ce bus Tata qui heurte mortellement un enfant de 7 ans, cela s'est passé à Boune Village. Les riverains ont renversé le bus et l'ont saccagé. Le chauffeur a détalé. La victime de 7 ans se rendait chez sa grand-mère, revenue fraîchement de la Mecque. Le chauffeur court se réfugier à la gendarmerie pour éviter un lynchage en règle. Le bus Tata était en course avec un autre véhicule.
Bonne lecture à tous. De vue à présent, bienvenue dans cette rubrique. Nous parlons des investissements directs étrangers et de la polémique qu'ils charrient au sujet des incitations fiscales, douanières et même sociales qui vont avec. Ce à la lumière de la dernière affaire évoquée par le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, et relatif au fer de la Falémé, la convention qui a été signé avec un grand investisseur turc. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec Johnson Beng, chargé de la communication de l'APIX, l'agence pour la promotion des grands travaux de l'État du Sénégal. Johnson Beng, bonjour. Bonjour Suleiman. Nous sommes également avec M. Cheikh Sadibou Fall, ancien ministre et expert maritime, financier et commercial. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Nian. La première question à vous. L'État du Sénégal attire de plus en plus des investissements directs étrangers, notamment sur son sol et sur son sous-sol, les mines, le pétrole, le gaz, mais cela au prix de nombreuses incitations, notamment fiscales, des exonérations, des crédits d'impôts, etc. Est-ce que le Sénégal, globalement, négocie bien ces conventions, ces contrats avec ces grands investisseurs? Est-ce qu'on ne paie pas le prix cher pour les attirer finalement? Oui, je pense que tous les Sénégalais, y compris nous-mêmes, nous devons nous réjouir du fait que notre pays aujourd'hui, le Sénégal, attire pas mal d'investisseurs, surtout dans le domaine minier, le domaine pétrolier. Cela prouve que nous sommes sur une bonne rampe et que nous devons quand même nous en féliciter. Maintenant, sur la question que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il faut négocier à tout prix? Est-ce qu'il faut attirer les investisseurs en leur faisant des concessions qui vont à l'encontre des intérêts de notre propre pays? Je pense que non. Et je ne pense pas que le gouvernement actuel s'inscrit dans cette logique parce que je crois les précisions qui ont été données après les différentes sorties de Sonko, que ce soit sur le pétrole ou sur le gaz ou aujourd'hui le problème minier, prouve aujourd'hui que le gouvernement négocie en toute responsabilité. Je pense qu'il faudrait quand même éviter de faire de ces problèmes-là des problèmes politiques. C'est des problèmes, effectivement, ça peut avoir un aspect politique, mais il faut nécessairement qu'on regarde à la fois les intérêts du Sénégal et les intérêts des populations surtout. Car vous savez que la Constitution a consacré tous ces biens-là comme étant des biens maintenant appartenant au peuple. Et j'ai lu les différents documents, y compris le projet de convention, je crois, qui a été signé hier par l'APIX, et à aucun moment, les propos qui ont été tenus par Sonko n'ont été confirmés par ce document qui a été signé par le gouvernement. Aujourd'hui, je crois que Sonko a saisi un dossier qu'il avait refusé lui-même de signer lorsque Atepa, Pierre Goudiaby Atepa, qui était candidat à l'élection présidentielle, avait présenté un projet pour signer un document demandant au gouvernement de ne pas signer une convention avec la société, je crois que c'est socialiste, qui a été ciblée pour effectivement conduire ces opérations-là. Aujourd'hui, je crois que si on regarde la convention qui a été signée, tous les intérêts du Sénégal et dans tous ces aspects, y compris les aspects fiscaux, ont été pris en compte parce qu'il avait dit qu'effectivement que le Sénégal prendrait en charge les intérêts liés aux prêts contractés par Socialis au niveau des banques locales, ce qui est totalement faux. Et ensuite, qu'au niveau des emplois, le taux d'emploi qu'il avait prévu lui-même, y compris les taux d'investissement, n'ont plus rien à voir avec la réalité du document qui aujourd'hui a été sorti. Je crois qu'aujourd'hui, Sonko fait de la propagande politique à partir de problèmes dont il ne maîtrise pas souvent les tenants et les aboutissants. Oui, la vertu des interventions de Sonko, c'est quand même de susciter un débat national sur des questions dont on n'est pas informé in fine. Il a fallu qu'il parle pour qu'on nous dise qu'il y a une convention qui existe depuis hier. Ça pose aussi le problème de la transparence dans la gestion de ces dossiers-là. Oui, mais vous savez, moi j'étais membre du gouvernement. Quand le gouvernement négocie, il négocie sur la base de documents
je crois qu'il y a le underground, je ne sais pas comment il l'appelle, de documents de référence. Et dans une négociation comme celle-là, chacun pose ses conditions sur la table. Le gouvernement ne peut pas communiquer sur un dossier qui n'a pas encore été finalisé pour dire qu'on est en train de négocier, on a accepté ceci, on a rejeté cela. Je crois que c'est une fois que la convention est signée que le gouvernement, bon, maintenant pour la transparence, il est évident que effectivement c'est nécessaire parce que le gouvernement s'inscrit dans cette logique de transparence et il faut que après cela, que tout soit effectivement mis sur la table, que les partenaires, que ce soit au niveau de la société civile, politique et concert, soient informés pour qu'effectivement tout se passe dans la transparence. Et je pense qu'on est dans cette logique-là. Monsieur le ministre, laissez-moi introduire Johnson Beng, le chargé de communication de l'APIX. Johnson Beng, quel est le rôle de l'APIX dans ces négociations et quel est le fin mot dans l'histoire donc de ces conventions minières, pétrolières qui sont signées? Est-ce que ces négociations se passent dans un cadre juridique connu, clair? Suleiman, je vous remercie beaucoup. Je voulais dire par rapport à ça que moi, je n'entre pas dans les considérations purement politiciennes, je dis, d'autant que, en ce qui concerne la l'APIX, qui est administrateur, et spécialiste, le promoteur développeur, il y a un cadre légal, juridique, qui définit toutes ces négociations. Au-delà de l'investisseur turc, il y a un cadre juridique qu'on appelle la loi d'ISES, c'est la loi sur les zones économiques spéciales. Quand on parle d'administrateur, c'est l'entité chargée de l'administration et de la gestion des zones économiques spéciales. Et c'est l'APIX. Et quand on parle de promoteur-développeur, le promoteur-développeur, l'exemple du type ou bien l'exemple d'un autre investisseur, c'est toujours dans le même cadre. La convention de promoteur-développeur, c'est dans ce cadre que l'accord de concession signé par l'autorité compétente, c'est-à-dire l'APIX est un promoteur-développeur. Ce promoteur-développeur est chargé de développer et de viabiliser la zone économique spéciale, ce qu'on appelle zone économique spéciale, à créer des infrastructures, des voiries, etc. Or, en ce qui est communément appelé, entre guillemets, les révélations du Sonko, et qui ne le sont pas, à mon avis, c'est qu'il s'est basé sur un document de travail à partir duquel une convention devait être signée. Et dans lequel document de travail Sonko a omis sciemment de citer l'article 4 du document qu'il a exhibé devant la presse sénégalaise. Donc ce document est valable, c'est déjà ça de... Non, c'est pas vrai parce que c'est un document à partir duquel des négociations doivent aboutir à une signature de convention. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, mais il n'est pas faux. Je te dis. Non, je te dis. Il est dépassé, mais il n'est pas faux. Non, très bien, c'est pas un faux document, c'est un document qui est désuet, qui est obsolète, qui est daté d'octobre 2018. Et même ce document qui a été signé, qu'on appelle MOU, c'est-à-dire Memorandum of Understanding, c'est un document de référence qui a été signé par le ministère des Mines et Sociali. Et si vous vous rappelez très bien, même après la signature de ces MOU-là, il y a l'opposition qui s'est levée et pour dire que l'État du Sénégal est en train de vendre les sphères du Falémé, etc. Or, ce n'était pas ça. Et dans lequel le document, l'article 4 du document, il stipule bien que les stipulations du présent MOU, cela veut dire le document que Sonko a exhibé hier, l'article 4 précise que les stipulations du présent MOU, le protocole, ne constituent pas un engagement ferme et irrévocable des parties de réaliser le projet, ni de conclure quelque accord spécifique que ce soit. Mieux, l'article 4 du même document dit que jusqu'à ce qu'un contrat définitif, en bonne et due forme, soit signé par les deux parties, si les porte-parlers aboutissent, le présent MOU ne constitue qu'une manifestation d'intention pour chacune des parties. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le document que Sonko a exhibé hier n'est qu'une manifestation d'intention. Mais l'intention maintenant, c'est concrétisée à travers la signature d'une convention qui a été signée avant-hier, cela veut dire mardi. Est-ce que cette convention sera mise à la disposition du public? Parce que normalement, ces conventions doivent être publiées sur le site de l'ITIE. Ça sera mis à la disposition du public. Mieux, cette convention, je te dis, Suleiman, c'est un comité de négociation qui a été mis en place le 9 juillet 2019. Ça veut dire qu'il y a plus d'un mois. Par le comité de négociation, c'est un comité de négociation multipartite
qui est composé d'un représentant, tenez-vous bien, du ministère des Finances, d'un représentant du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, d'un représentant du ministère du commerce, d'un représentant du ministère de l'industrie, d'un représentant du ministère de l'environnement, d'un représentant du ministère des mines et de la géologie, et enfin des représentants de l'APIX. Donc, c'est ce comité de négociation qui a été mis en place le 9 juillet 2019, un comité de négociation multipartite. C'est le travail de ce comité qui a abouti à la signature d'une convention. Et la convention sera publiée en bonne et due forme. Maintenant, au-delà de cette affaire du fer de la Falémé et au-delà même de la dénonciation ou de l'interpellation de Ousmane Sonko, si on va dans le fond, est-ce que le Sénégal ne concède pas trop d'incitation fiscale, sociale, douanière pour attirer les investisseurs? Il y a également les fameux accords de protection des investissements. Il y a beaucoup de choses qui lient l'État du Sénégal, notamment en cas de contentieux avec ses investisseurs. Est-ce qu'on ne donne pas trop pour finalement peu de choses si on compare les bénéfices et les inconvénients? Vous savez qu'un investisseur étranger n'est pas un philanthrope. Même un homme d'affaires n'est pas un philanthrope. Maintenant, si tu veux attirer des investissements directs étrangers, il leur faut des avantages. Et ces avantages sont régis dans un cadre, je me répète, légal. D'autant que depuis 2017, il y a ce qu'on appelle la loi sur les zones économiques spéciales. Ce sont ces zones économiques spéciales qui constituent une entité économique et qui confèrent à l'investisseur des avantages. Et ces avantages sont bien normés et réglés. D'autant que celui qui obtient le statut légal d'une entreprise de la zone économique spéciale, qui est autorisé à exploiter des activités économiques dans la zone économique, bénéficie d'avantages en matière douanière et fiscale prévus dans la loi relative au dispositif d'incitation applicable dans les zones économiques spéciales. Ça, c'est la norme. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Ça, c'est normal. Merci beaucoup. Normal. Merci à vous, oui. Johnson Beng, chargé de communication de l'APIX. Dernière question au ministre Cheikh Sadibou Fall, qui est également expert maritime, financier et commercial. Encore une fois, sur ce cadre juridique, notamment cette fameuse loi sur les zones spéciales, qui est un peu la somme de toutes les autres lois, le Code des investissements, la loi sur le CET, le BOT, notamment, enfin c'est la même chose, ainsi que les autres cadres. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir justement ce cadre-là, l'améliorer, le resserrer un tout petit peu pour l'avenir et puis impliquer davantage le public dans ces processus-là, afin que nul n'en ignore et qu'il n'y ait pas de malentendu finalement? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, quand on prône la transparence dans la gestion des affaires publiques, je crois qu'il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour associer le maximum de personnes et d'entités dans la gestion de ces affaires-là, dans la gestion surtout des problèmes comme l'exploitation du fer, l'exploitation du peuple, les gros dossiers. Je pense qu'il est nécessaire que le gouvernement prenne ses responsabilités et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait avec le pétrogaz, je crois. Et ça, c'est une attitude normale d'un gouvernement qui veut gérer dans la transparence. Il faut associer et la société civile et la société politique et toutes les entités gouvernementales et même les entités, notamment l'Assemblée nationale, pour gérer en toute transparence et éviter justement ces discussions inutiles dont certains politiciens professionnels font le porte-étendard de leurs propres ambitions pour effectivement divertir les gens sur des questions qui n'en valent pas la peine. Aujourd'hui, je crois, le Sénégal doit faire tout ce qui est nécessaire et je crois que le président Macky Sall s'est inscrit dans cette dynamique-là pour que la gestion des affaires dans ce pays, y compris la gestion de nos ressources, soit gérée de manière transparente en y associant le maximum de personnes possibles et le maximum d'entités possibles pour que tout ça soit au bénéfice du peuple et exclusivement du peuple sénégalais. Merci à tous les deux d'avoir participé à Point de vue aujourd'hui. C'est la fin de ce grand journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à Alioune Ba pour la mise en onde, à Ella Ndiogou Diène pour la coordination et à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation.